bonjour à tous et bonjour à tous nos téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, de France et d'Afrique, parce qu'on nous regarde en Afrique, tu ne savais pas ça? Oui, même en Asie. Ouais, Il y a eu des petits retours. Oui, tu as des retours. Bon, d'accord. Bien, alors aujourd'hui, c'est la journée des... Femmes. Bon. Non, c'est demain. C'est demain? C'est demain? Des droits des femmes. Alors, tu as le droit de présenter ça pendant 15 secondes. Carole Venutolo a été choisie d'ailleurs pour ses 30 ans de carrière, mais aussi dans le cadre de la journée des droits des femmes. Internationale, je crois. Internationale. Ouais. Elle a un concert mercredi au Cinestar. Ouais. Donc je vous invite vraiment à vous connecter et à aller la voir et aussi à soutenir. Voilà, on soutient aussi nos artistes. On est rentré en carême, donc on ne danse plus. Carnaval c'est terminé, oui. Mais on peut aller assister à de la bonne musique et à des spectacles de qualité. Donc Carole Venutolo est à la une de notre MAC de ce week-end, avec évidemment le journal qui l'accompagne. Voilà, c'est dit. Alors je salue nos confrères qui sont toujours là. Jacques Dancal et Olivier Lancien, qu'on a condamné à vie. Non, ce sont les piliers. Ce sont les piliers. Mais en fait, tu n'as pas quand même expliqué aux téléspectateurs pourquoi je suis juste à tes côtés. Non, je dirai tout à l'heure. Alors, Rony Béral, pour sa première venue, merci d'être là, Rony, de RCI, rédacteur en chef adjoint et aussi des sports, c'est important. Et aussi, Priscilla Romain, merci d'être là aussi. Et de représenter les femmes. Et de représenter les femmes. Et puis, alors, Nathalie à côté de moi, pour la deuxième fois, hein, jamais 203, on dit. Jamais 203, mais... Semaine, c'était pour le 60e. Alors, pour la troisième fois, je pense que vous serez éliminé, mon cher Danick. J'ai bien l'impression que... Non, pas du tout, on va vous garder. On va me garder quand même, bon. Mais dans le cadre de la journée des femmes, Danick m'a invité à co-présenter, mais enfin, je pense que c'est plus lui qui présente, et moi qui rajoute un petit commentaire. Voilà, et puis plus tard, on va recevoir Priscilla Lambert, docteur en chimie, et Aïcha Loyal, docteur en entomologie médicale à l'Université des Antilles, pour parler aussi d'une manifestation qui se fait dans le cadre de l'université, et puis comme d'habitude, notre chroniqueuse du ZCL, Manik Siarantiteka, qui viendra faire son audio. Voilà. C'est ça l'actualité, alors une journée au féminin pour se renouveler, se reconnecter à soi, au centre social de Grand Camp. C'est un reportage de Michel Depape. Vernissage de Madras n'est plus à la mode. Vianney Valverde était sur place. Et puis stage de padel du gazon sport. Michel encore, toujours lui. Et aujourd'hui, attention, il y a quatre places de cinéma pour le 11, pour le film Zion. Alors, première question que je pose, facile, mais vraiment, mais répondez rapidement, Edmio va apparaître tout à l'heure. Comment s'appelle le premier film fait par Nelson Foy avant Zion? C'est un court-métrage que tout le monde a dû voir en Guadeloupe. Non, tu n'as pas le droit de répondre. Non. Alors, répondez rapidement au numéro qui s'affiche là, et puis après, on démarre. Bien, alors, sinon, le BMG, le beau cantage médiatique aujourd'hui, on va commencer par le carnaval. Beau cantage médiatique Guadeloupe. Hein. Oui, Guadeloupe. Écoutez, vous retrouverez encore quelques pages de carnaval dans votre journal, votre quotidien France Antilles de ce week-end. Le carnaval, enfin, après 60 jours, est terminé. Ça a été long, non seulement pour les carnavaliers, même si ils sont contents, mais ils avaient rajouté quelques défilés et déboulés vendredi, samedi, dimanche. Donc j'avoue qu'après ces 9 semaines, ça commençait à être long. On a fait aussi le bilan avec les forces de l'ordre, puisque ça avait mal débuté, avec la mort d'un jeune homme de 16 ans, il faut se le rappeler. Voilà pour nous le bilan du carnaval traduit dans notre... point de vue de la sécurité. Alors l'autre question qui se pose pour le carnaval, qui se pose chaque année, le carnaval est-il un élément économique pour la Guadeloupe, de développement économique? Parce qu'il y avait 2 bateaux ce week-end sous le port, beaucoup de touristes dans les rues. Alors est-ce que ça apporte réellement à la Guadeloupe? On va commencer par Rony, c'est le premier venu pour la dernière fois. Non inversé, la dernière fois qui vient pour la première fois. Alors Rony, carnaval. Carnaval, j'ai envie de dire, et après, quoi, puisqu'on se gargarise, on a un très beau carnaval. Maintenant, je crois que si on veut que cette affaire-là nous rapporte véritablement, il faut le structurer. Je ne peux pas concevoir... Donc, il n'est pas structuré? Non, enfin, pour moi, non. Il n'est pas professionnalisé, en tout cas. On ne peut pas prétendre à gagner de l'argent avec quelque chose pour lequel on a 4 fédérations, 5 comités. Non, c'est pas possible. Il y a 100 000 personnes dans les rues, quand même. Mais c'est très bien. Mais et après, 1 euro par personne, ça ferait 100 000 euros. Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est que si on a un carnaval qui est, certes, très beau, tout le monde dit que c'est l'un des meilleurs de la Caraïbe. OK. Mais si on n'arrive pas à le structurer pour le développer et qu'il nous rapporte quelque chose, pour moi, on va tourner en rond à chaque fois. Et chaque année, c'est de l'entertainment seulement. C'est ça, c'est de l'amusement.
pour moi, c'est de l'amusement. C'est très bien. Ça, c'est une part de notre culture, c'est une part de notre patrimoine. Mais en même temps, quand on parle de développement économique et carnaval, pour moi, il faut qu'il y ait une structure. On a créé, rappelez-vous, on a créé un office de central du L'OCG, carnaval. l'Office du carnaval. Ouais, c'est quoi? C'est une coquille vide, en fait. Ça sert à quoi? Donc si on veut que le carnaval nous rapporte de l'argent, il faut le structurer et il faut que tout le monde accepte de déposer son tablier parce qu'on est aussi dans un monde où les égos l'emportent. Regardez ce qui s'est passé avec Game Boy All Star, par exemple, qui a volé en éclats parce qu'on a dit qu'il y avait un président qui était hégémonique, limite tyrannique. Donc on a aussi dans des fédérations et des comités ce genre de comportement. Donc si chacun veut garder son précaré et ne pas se dire, parce que c'est très bien de parler de l'intérêt général, mais l'intérêt général commande qu'aujourd'hui, le carnaval soit géré par une seule entité et qui donne le là au carnaval de Guadeloupe. Mais est-ce que justement la partie économique, on peut en parler quand on parle des merceries, des vendeurs de tissus, des vendeurs d'accessoires, etc. Oui, est-ce que justement c'est... pas avec des morceaux de tissus que la Guadeloupe qui est développée. C'est pas ça, nous quoi attendre. On attend que le carnaval de Guadeloupe soit visité. La responsabilité de cette structuration. Nos politiques. On parle d'économie, mais il faut un produit. Quand on parle d'économie, il faut un produit. Oui, Qu'est-ce qu'on vend? Si on parle d'économie, si on parle de revient, si on parle de rentabilité, il faut un produit. Est-ce qu'on peut transformer le carnaval actuel, qui est une grande fête culturelle, en produit à vendre? C'est ça la question, plus que de... Il y a bien sûr la question de la structuration, mais je pense que si on veut vendre le carnaval, il faut créer un produit carnaval. Pour moi, il n'existe pas parce qu'en fait, pour l'heure, comme disait Ronnie Béral, c'est une grande manifestation culturelle dans laquelle nous prenons énormément de plaisir, dans laquelle on s'investit, qu'on aime. Maintenant, il y a une différence entre nous, ce qu'on vit et ce qu'on veut vendre aux gens. Est-ce que c'est notre expérience qu'on veut vendre aux gens ou c'est une expérience qu'ils seront contents de photographier et ramener chez eux et dire « Wow, j'ai vécu ça ». Ben, moi, je pense qu'il faut créer une expérience pour les touristes, spécialement pour les touristes, avec un produit carnavalesque, peut-être aussi sur différentes... Je repose la question, à qui ça revient cette structuration? Dans ce cas-là, en tout cas, Port Public qui lâche quand même énormément de sous dans cette affaire-là, peut-être alors qu'il y a énormément de partenaires privés dedans, si on veut créer un produit, dans ce cas-là, pourquoi pas créer une structure privée et publique dans laquelle, du coup, on aurait un produit qu'on vend, le produit de carnaval, avec les gens qui descendent du bateau, qui sont accompagnés, qui ont peut-être même, on peut même penser à ces gradins, comme on voit à Rio, avec des gens ou à Basse-Terre, ou des gens qui voilà, mais avec une entrée payante, et c'est un moment carnavalesque à vendre aux touristes, c'est un produit. Mais j'ai envie de dire, le produit peut-être existe avec le CTIG, le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, puisqu'on invite les touristes à aller dans certains groupes, à se faire des costumes et après à défiler. Alors peut-être que c'est timide quand on parle d'économie, des retombées économiques, quand on parle de produits, mais timidement, il existe 2 ou 3 mais en fait, c'est un tunnel. On fait rentrer les touristes dans un tunnel de carnaval, comme c'est le cas, par exemple, quand on achète une expérience au carnaval de Trinidad. Oui. On achète une expérience, on achète son costume, on achète un moment de vie, mais qui est différent de ce que les Trinidadiens connaissent et vivent. Je pense que si on parle économie, on parle produit, on parle marketing. Alors quand même, il faut noter quelque chose. J'écoutais Ronnie tout à l'heure, il disait qu'il faut structurer. Mais le carnaval aujourd'hui, ce qui est dans la rue, il est structuré déjà. Il faut le structurer économiquement. C'est ça. Danick, j'ai envie de te dire qu'il est structuré, oui et non. Parce que tous les dimanches, on entend que tel groupe a coupé la route à tel groupe. Au niveau de l'organisation, de la logistique même. Mais c'est ça aussi. Ouais. Il faut déjà réussir à faire cohabiter tous les carnavals de Guadeloupe. Puisque tous les types de groupes de Guadeloupe, puisqu'il y a ni chirage entre groupe à Pau et groupe à Caisse-Claire, ni chirage entre groupe à Masse et groupe à Caisse-Claire. Ça compliqué. Donc il faut nous, Guadeloupéens, rentrer à une dynamique en tête à nous faisons bien ensemble. Oui. C'est tout. Et respecter aussi. Tant qu'à nous payer dans cette dynamique-là, ça n'a pas qu'à servir à rien. Olivier, oui, non, c'est vrai. Par contre, il y a eu quand même des efforts, il y a eu quand même une structuration qui est faite. Il y a une étude de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe sortie l'an dernier qui disait que ça avait rapporté 140-150 euros par touriste, ou en tout cas par commerçant pour la Guadeloupe. C'était une étude de 2023. Il y a un effort qui est fait, mais je veux dire attention aussi à ce que
on ne structure pas trop ce carnaval qui est un événement populaire, ce qu'on dénonce actuellement, que les grands groupes ne prennent pas la même mise sur ce carnaval, que ce soit sponsorisé par X, Y, Z et que les groupes de carnaval ne deviennent des produits marketing pour les grands groupes. Il faut aussi conserver cet aspect populaire. C'est pour ça qu'on parle de produits. Est-ce qu'on veut que... On peut très bien, nous, avoir notre carnaval, en tant que Guadeloupéens, carnavaliers, vivre notre expérience de carnaval, qui existe déjà et qui est très bien comme ça, parce que ça n'a pas besoin... Pour moi, le carnaval, c'est un défoulement. Bon, alors, je n'ai pas besoin d'un carnaval beaucoup plus structuré que ça. Moi, je suis dans la rue, je vois tous les groupes, je suis contente, je rentre dans un village. Parce que tu payé pour voir... Non, parce que je suis guadeloupéenne. Oui. Mais par contre, si je suis tunisienne et j'ai entendu parler du carnaval de Guadeloupe et qu'on me crée une expérience carnaval de Guadeloupe parce que j'ai pas ça, en gros... à part les gens qui veulent vraiment vivre le truc authentique, il y a ce genre de touristes aussi. Mais si je descends d'un bateau et je veux avoir une expérience de carnaval, on peut très bien me la créer sans que on ne change toute l'identité d'un carnaval d'une île. Tu vois, il y a un produit, on peut créer un produit pour les touristes. Le touriste, il est là, une fois qu'il aura dépensé, fait ses photos, il est content. Hein. Il remonte dans le bateau et terminé. Hein. Il y a quand même une différence entre le carnaval de Martinique, qui est beaucoup plus populaire, où le Martiniquais participe dans les rues dès le Mardi Gras au carnaval. Avec le carnaval de Guadeloupe est beaucoup plus structuré. Ce sont des groupes qui défilent. Les Guadeloupéens vont sur le bord des routes dans les communes à Pointe-à-Pitre-à-Basse-Terre pour regarder le carnaval. Il n'y a pas cette adhésion à participation. Voilà, participer dans le carnaval. En même temps, ce que Priscilla disait tout à l'heure, mais moi j'estime qu'on a quand même le choix, c'est-à-dire que dans certaines villes comme les Abîmes, Bémao, le dimanche gras, mardi gras ou lundi soir dans les parades, on peut louer des gradins ou on peut aller dans des stades, payer, être tranquille et regarder le carnaval. Quand on disait, quand on disait on peut aussi payer pour le carnaval. Moi j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'arriver aussi à l'heure où je veux. Je prends un billet aux Abîmes, je vais m'asseoir dans les gradins et je regarde le carnaval tranquillement. Parce que ça dure des heures. Non, moi je souscris à ce qui a été dit, mais simplement, Priscilla a dit quelque chose de très important. En fait, il faut un produit. Il faut un produit, et c'est pas forcément tout le carnaval. Et en fait, on est un peu d'accord sur ça, c'est pas forcément tout le carnaval. Si on dit qu'on nous faut un tunnel pour les touristes, par exemple, ça veut dire... Moi, je prends l'exemple du vaudou en Haïti. Le vaudou, quelque chose ça n'a pas d'organisation. Tous les gens font ce qu'ils veulent. Mais par contre, pour les touristes, il y a du vaudou. Vous voulez assister à une cérémonie, c'est encadré. Donc, il faut des choses encadrées pour vendre, étant entendu que ça n'est pas sans économie. Un carnavalier dépense dans l'année entre 350 et 2000 euros selon les groupes. Donc, il y a de l'argent qui circule dedans. Il y a de l'argent. Il y a un autre paramètre aussi, savoir qu'est-ce qu'on demande à la fédération qui s'occupe du carnaval. Est-ce qu'ils doivent défendre l'économie locale? Parce qu'on a un problème maintenant, de plus en plus de groupes, notamment les groupes à caisse claire, importent massivement des plumes, des machins, des trucs de l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'il faut valoriser la production locale comme font les groupes à peau? Il y a cette économie-là dont il faut parler, parce que globalement, il y a de l'argent qui circule aussi de cette manière-là. Et puis la troisième chose aussi, que là, on l'a dit, il faut arrêter le populisme aussi. Tous les maires qui décident que parce que machin, etc., il faut qu'il y ait un carnaval chez lui, ils dépensent. On ne voit pas ce que nous, publics, on met comme argent. Non seulement nous, on paye, on dépense pour défiler, mais en plus, la collectivité dépense de nouveau pour organiser un carnaval qui n'est pas nécessaire souvent dans la commune avec cette ampleur-là, tout simplement parce qu'il faut faire du populisme. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre un peu... Non, mais je pense qu'ils le font tous les ans. Ils le font tous les ans. Et donc il faut aussi à ne situer. pas être les spectateurs de notre carnaval en tant que Guadeloupéens. Oui. Et pour moi, l'observation que je fais, alors je comprends, tout le monde n'a pas envie d'être dedans, mais le carnaval que je voyais il y a 10 ans était beaucoup plus participatif que le carnaval que je vois aujourd'hui, où c'est un peu un festival de chaises quechua. Hein. Je suis désolée. Au bout d'un moment, on est aussi, effectivement, on est spectateurs, mais on est acteurs de notre carnaval. Et c'est un beau moment, surtout si vous l'aimez. Je ne dis pas qu'il faut se plonger dans chaque groupe et faire la fête, mais en tout cas,
quand on pose la question comme ça, on se met tout de suite nous en cause. Est-ce que nous, Guadeloupéens, on pourra payer? Non, c'est notre carnaval, c'est notre moment. Nous payons déjà en faisant fonctionner les boutiques, nous payons déjà en faisant fonctionner les commerces. Mais par contre, les touristes, eux, qui veulent assister à cette expérience, et Dieu sait qu'il y en avait énormément dans la rue. Dans ce cas-là, créons-leur quelque Donc, chose. c'est au CTIG de créer le produit. Il y a notre moment culturel Ouais. et il y a le produit carnaval à vendre aux touristes qui soient contents, qu'ils aient une photo et qu'ils repartent chez eux. Même la retransmission télé, d'ailleurs, comme Oui, pour le aussi, match aussi, oui. ça pourrait se vendre. Hein. C'est un beau Alors, spectacle, globalement, hein. c'est juste une dernière question Ouais. avant qu'on passe au sujet. Excusez-moi, Oui, Yannick, oui, vas-y. vous parlez de tourisme. Mais vous avez dit d'ailleurs qu'il y avait 2 bateaux de croisière, Makila et Obati. 19h. Ah oui, c'est vrai. 19 heures. Oui, Mais c'est à présent qu'on rentre dans le carnaval. C'est à premier groupe jusqu'à 1h du matin. Ouais, ouais. Et à 19h, bateau de la Kabati. Surtout pour Et passer si bateau de la devant. Kabati à 19h, ça veut dire à 18h, le monde déjà Déjà, a bah oui. pas ça, Et il y avait un ce peu bateau-là, de il était la bateau. pointe de C'est vrai, Bakibas. mais c'est vrai, Bakibas. c'est vrai, c'est vrai, c'est Merci, vrai. notamment. Non, ouais, c'est vrai. Et les bateaux étaient à Pointe-à-Pitre, pas à Basse-Terre. Bien, alors, deuxième sujet, bien sûr, qui explique la présence de Nathalie Pointe-moi, c'est la journée de la femme internationale. Je n'aime pas comme qui explique cette présence, mais enfin bon. Mais oui, enfin, Oui. accepte. Oui. En tout cas, Alors moi, en tout cas, pour ce beau cantage médiatique Guadeloupe, Oui. je voudrais quand même parler de la condition des femmes journalistes en Guadeloupe. Ah, De c'est une nos autre droits. fenêtre, ça. c'est une autre Oui, fenêtre. enfin, j'ai Alors, envie de dire, allons-y. il faut quelque peu presque s'imposer. Regardez, tous les vendredis, on a quand même du mal à attirer les femmes journalistes à Pourquoi, à l'émission. ton avis? Peut-être une flemme. Bon, c'est vrai qu'on travaille toute la semaine, on est en fin de Parce semaine. que nous, on a on le court. bateau de la semaine. Oui, mais nous, on a une deuxième vie. On a cette vie de femme, cette vie de mère, cette vie de faire des courses, cette vie de s'occuper de vous. Donc, automatiquement, on a peut-être plus de vie que vous. Mais non, je rigole. En plus, Ronnie Béral travaille les week-ends puisqu'il est, il est au sport. Donc, non. Peut-être une flemme ou alors, voilà, on est décontenancé par vous, hommes journalistes. À ce point-là. Peut-être. En tout cas, c'est vrai que dans ce métier-là, qui s'est beaucoup féminisé, il faut le dire, on a eu du mal quand même, nous les femmes, à trouver notre place. Peut-être que même dans d'autres métiers. Mais en tout cas, les journalistes femmes, je ne peux pas dire ne sont pas prises au sérieux. Il faut avoir de la bouteille pour être prise au sérieux. Moi, ça fait maintenant quelques années, donc c'est moins difficile pour moi. Mais j'avoue que jeune femme journaliste, on ne regardait pas ce que j'avais dans le cerveau. J'ai envie de vous dire, on regardait ailleurs. Et c'était dérangeant. C'était dérangeant. Non, c'est-à-dire que je mettais un filtre, mais c'était dérangeant. Alors qu'on pose certaines questions. Moi, quand j'ai été nommée il y a 5 ans, par exemple, je suis allée dans une grande manifestation de chefs d'entreprise et un me demande comment j'ai fait pour en arriver là. On n'a pas demandé à Éric Lefebvre, qui était à mes côtés, comment il avait fait pour être rédacteur en chef. Donc, voilà, il y a quand même encore dans ce métier et dans cette image de journal, voilà, et aussi voilà, du sexisme, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, ce genre de questions. C'est ton avis, c'est propre à la société, c'est pas spécifique aux journalistes. Je pense que la condition de la femme est comme ça dans la société, dans son ensemble. C'est pas, pour moi, le journalisme n'est pas un cas isolé. Enfin, non, mais comme nous sommes dans notre beau cantage entre nous, hein, donc on en parle, Ronnie. Mais j'ai envie de dire, est-ce que... Enfin, moi, je ne vous en considère face, pas comme une femme journaliste. Je vous considère comme une journaliste. Voilà. C'est dit. Je suis flattée. Oh. Bah, écoutez, mais c'est vrai. Oui, mais, est... ce que nous ressentons, nous les femmes, alors Priscilla va parler d'elle, mais ce que nous ressentons, ce que j'ai ressenti quand j'étais jeune journaliste et que je vois aussi, hein, des fois, voilà, chez mes collaboratrices, moi, je viens en avocate, en tampon des fois pour dire oh, stop, là, c'est une journaliste, c'est sérieux. Donc, je suis quand même obligée de défendre mes collaboratrices et de temps en temps... Défendre par rapport à l'attitude non seulement des personnes que nous allons des fois interviewer, mais aussi l'attitude de nos propres confrères. On a certains confrères, je vous avoue, qui sont assez machos, et qui ne nous prennent pas au sérieux, qui disent ouais bon, pour toi c'est une simple activité alors que pour moi c'est un vrai métier. J'ai entendu ça. Oui, Sylvia, c'est ton avis? Ça a évolué. Non. En fait, moi, dès le départ, quand j'ai choisi ce métier, mon problème, il était plus physique que d'être femme, en fait.
parce que j'ai toujours su que c'est un métier où l'apparence comptait beaucoup. J'ai jamais été une taille 5, une taille 5 ou une taille 36 et je me suis dit, bon, je pense que ça va poser problème. Quand surtout moi qui ai des prétentions, qui aime bien voilà, aller sur le terrain, représenter, voilà. Donc à l'école, effectivement, je me suis toujours battue pour que, oui, pour que ma taille ne vienne pas interférer avec moi, ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire. Maintenant, c'est vrai que dans quelques... il est vrai par contre que nous allons batailler beaucoup plus pour pouvoir notamment avoir la confiance de nos interlocuteurs sur des sujets importants. Par exemple, on va devoir, surtout si ce sont des hommes, le courant passera plus rapidement entre hommes. Il y a quand même un code entre hommes noirs, guadeloupéens, on se parle d'une certaine manière, et le courant passera plus rapidement qu'avec une femme. Maintenant, comme a dit Ronnie, il y a aussi le facteur du feeling entre deux personnes, de qui on est, de comment on se positionne. Donc moi, en tant que femme, la question c'est jamais vraiment posée. Et effectivement, parfois, j'ai eu à batailler un peu plus fort, mais je me suis jamais... C'est après que je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis une femme que ça a fonctionné différemment. Surtout quand j'ai vu d'autres de mes collègues passer plus rapidement. Je me suis dit, oui, bon, d'accord, là, peut-être qu'effectivement, cet interlocuteur était plus à l'aise avec un journaliste qu'une journaliste. Je pense, et ça, c'est arrivé maintenant, c'est pas moi je suis un peu un bélier en fait, moi que tu veux pas, tu me mourras dans la face, donc c'est plutôt toi qui auras un problème que moi au bout d'un moment, c'est plutôt ça. Oui, mais je dis justement des femmes de caractère. Il faut avoir ce caractère là pour pouvoir peut-être que d'autres femmes qui ne l'ont pas, qui veulent faire différemment, et puis il faut le dire, quand on est mimi et qu'on a un joli sourire, on arrive plus rapidement à des positions intéressantes que quand on est... Oui, mais ça veut dire ça veut dire qu'il faut séduire alors que les hommes n'ont pas besoin de séduire. Moi, je me suis souvent rebellée contre ça parce que souvent, moi, quand j'étais à l'école, surtout à l'école, et que je voyais, c'était le moment où Miss France avait switché un peu. Et toutes les Miss France passaient sur des postes de présentation, sur des postes en France notamment. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, on est là, on est en train de cravacher à l'école pendant je sais pas combien de temps. Et elle s'est pointée en maillot et ça fonctionne. Sauf qu'au bout d'un moment, le joli sourire, tu vas devoir le sortir au bout d'un moment parce qu'effectivement, notre profession, et en France, ça se ressent quand même beaucoup plus qu'ici, notre profession, oui, elle est très, très masculine. Il y a un sexisme chez les journalistes à Guadeloupe. Non, je ne pense pas qu'il y ait... Parce qu'il y a beaucoup de femmes à Guadeloupe. Il y a beaucoup de femmes journalistes. L'équilibre est respecté ou... En rédaction, oui. La profession est très, très, très féminisée. Donc, oui. Lorsqu'on voit les sorties d'école chaque année, ce sont majoritairement des femmes qui sortent d'école. Non, en fait, il y a une procédure au sein de Guadeloupe Première France Télévisions où le droit doit être respecté. Donc, il y a une grosse attention portée à ce qu'il n'y ait pas trop de discrimination et d'inégalité, au sein dans la société. Mais c'est vrai que comparativement sur le terrain, les femmes subissent, notamment lors de conflits, lors de grosses manifestations. Une femme sera une journaliste, peut-être prise moins au sérieux qu'un homme qui va se présenter. Dans le reportage sur le terrain, tu veux dire ? Dans le reportage sur le terrain avec les interlocuteurs. Des fois, elles sont prises à partie ou on ne leur répond même pas. J'ai vu ça. Donc, quelquefois, il faut dire non, c'est aussi une journaliste qui est là. Et donc, s'il n'y a pas ça, nous, on ne reste pas. Non, mais moi, je confirme ça. En ce moment, on disait tout à l'heure que ça n'est pas caractéristique de la profession de journaliste. On a une féminisation de beaucoup de professions de ce type, notamment les avocats. Vous savez que maintenant, près de 60% des avocats sont des femmes. Et donc, ça ne gêne personne dans les tribunaux maintenant. Mais il faut reconnaître que dans les situations difficiles, c'est vrai sur le terrain, quand il y a des grèves, des manifestations, etc., les femmes sont souvent un peu plus fragilisées parce qu'il y a encore une population qui peut-être n'a pas la même considération
que pour un journaliste homme dans une période de crise. C'est vrai que c'est plus difficile pour les femmes. C'est valable partout, hein, dans tous les pays. Hein, les journalistes femmes sont souvent plus en difficulté dans les zones de conflit. Et ici, lors des manifestations, nous on l'a souvent vu, hein, d'ailleurs les filles n'y vont pas toujours parce qu'elles savent que c'est difficile, alors que parfois elles sont plus nombreuses. C'est la réalité aussi, il faut dire que souvent les femmes journalistes sont de plus en plus nombreuses, elles sont peut-être plus nombreuses que nous. Ça compte énormément. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Et dans le même temps, dans toutes les situations classiques, souvent elles sont plus à l'aise. Parce que c'est toujours pareil, le machisme a toujours les deux côtés. La séduction compte beaucoup. Alors vous savez, beaucoup de gens préfèrent être interviewés par une dame qui est agréable, hein, d'ailleurs en général, elles le sont toutes, hein, on n'a pas de collègues femmes qui ne soient pas agréables. Donc globalement, c'est vrai que ça peut servir, c'est à cette séduction, mais dans les moments de crise, on voit qu'il y a encore du machisme, il y a encore des difficultés. Sur le dernier mot de cette première séquence, on se retrouve tout à l'heure après la pause. Il est 12h58. Nous sommes toujours dans le boucantage médiatique du Guadeloupe avec nos confrères et consoeurs, spécialement avec Nathalie, qui co-présente aujourd'hui. Voilà. Merci. Voilà, c'est la deuxième partie du boucantage avec Jacques Dancal, Olivier Lancien, Rony Béral, Priscilla Romain et Nathalie Dinan à mes côtés. Oui, ça parle beaucoup d'ailleurs pendant la pause. Oui, je voulais dire quelque chose. J'ai remarqué quand même qu'il y a eu beaucoup de manifestations entre aujourd'hui et demain pour la Journée internationale des femmes. Est-ce que c'est habituel? Oui, c'est habituel de plus en plus. On peut les voir, les flyers, rapidement, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Hein, mais de plus en plus, et d'ailleurs le département qui a fait une conférence de presse hier a une manifestation jusqu'à lundi, dans le cadre qui s'ouvre demain, qui sera inaugurée. C'est la 3e, si je ne me trompe. C'est dans mon journal d'aujourd'hui, en page 3. Et il y en a une à Saint-Martin qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. C'est important, justement, d'avoir cette maison pour recevoir ces femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales, conjugales, tout ce que voilà. Mais c'est important d'avoir un endroit où on peut avoir une écoute, sécuriser la femme. Et sécuriser. Bien, alors on va parler. Si vous permettez, oui, très rapidement. Bien. Moi je trouve qu'on en fait beaucoup ce jour-là. À mon avis, il faudrait en faire beaucoup trop. Alors, beaucoup trop un seul jour. Beaucoup trop un seul jour. Il faudrait peut-être en faire plus. Tous les jours. Voilà. Ou la femme. On n'est pas femme que le 8 mars, on est femme tous les jours. Oui. Et les gens ne doivent pas oublier que derrière une femme, il y a une mère, il y a une sœur, il y a une... Voilà, c'est ça aussi la femme. Et c'est tous les jours. Ok, alors on va parler un petit peu de l'Ukraine, puisque le monde est en train de changer. Vous avez dû vous remarquer que nous ne sommes plus dans le même monde depuis que Trump est arrivé. Ça fait quoi? 6 semaines? 2 ans. Ressenti 2 ans. 2 ans. Ressenti 2 années. 2 années. Alors c'est la une de Libération que nous imprimons à France Antilles. Oui. Donc je vous invite aussi à vous le procurer. Alors donc je vous pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce que visiblement Trump a éliminé. Vous avez vu à la télévision ce qui s'est passé avec le président de l'Ukraine, qui d'ailleurs a envoyé une lettre à Trump pour lui demander pratiquement des excuses et revenir à la négociation. Et de l'autre côté, Trump dit qu'il ne s'occupe plus de l'Ukraine, mais pas seulement de l'Ukraine, mais de l'Europe. Et c'est ça la difficulté, parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que du point de vue géopolitique aujourd'hui, Trump est en train de bousculer le monde. Est-ce que c'est votre avis? Vous avez vu l'intervention d'Emmanuel Macron, le président de la République française, hier. Et d'ailleurs, c'est aussi la une du Monde, pour dire que la menace russe, elle est présente. Mais il y a aussi beaucoup d'articles. C'est pas nouveau. Oui, mais il y a beaucoup d'articles qui disent aussi que c'est une fiction. Enfin, de la fiction, on passe à la réalité, quoi. Enfin, non, mais il faut revenir un peu, essayons de reprendre tous nos cours d'histoire, à moins qu'on nous ait menti, ce qui est possible. Revenons, prenons notre cours d'histoire. Qui a construit tout ça? L'Europe, l'Ukraine, la situation actuelle, mais c'est les États-Unis, mais c'est le Bretton Woods, mais c'est de faire des États-Unis l'étalon du monde occidental. Aujourd'hui, c'est schizophrénique, ce qui se passe, c'est schizophrénique. Aujourd'hui, on a un Zelensky mis en place par les services américains, qui se fait humilier par son propre patron, parce qu'en fait c'était ça qui lui a rappelé d'ailleurs qu'il n'avait pas été élu. Qui était son patron, et que
aujourd'hui, il doit faire avec des gens qui n'étaient pas prévus, qui sont les Européens, qui sont pas prêts, mais pas du tout prêts. L'Europe de la défense a toujours été torpillée par la France en premier lieu. Et aujourd'hui, on a un président français qui vient nous expliquer qu'il faudra peut-être ajouter 3 jours de plus aux 3 jours de munitions que nous avons. Ça n'a aucun sens géopolitique. Ça n'a aucun sens. En fait, réellement, Trump, il va précipiter, je pense, les cartes qui avaient déjà commencé à être battues. Pour moi, comme d'habitude, Emmanuel Macron part après le coup de fusil. Et il n'arrivera pas avant la balle, ça c'est sûr. C'est clair. Deuxièmement, qui pense que, il a dit qui peut croire que la Russie va s'arrêter à l'Ukraine. Tout le monde, parce qu'en réalité, ce qu'il veut pas, Vladimir, c'est que vous installiez vos bases de l'OTAN sur ce qu'il considère à sa frontière, c'est ça le problème l'héritage de principal. l'URSS. Pourtant, vous continuez à les installer par le travail de la CIA. Peut-être plus, puisque Doge a décidé que la CIA, maintenant, c'était des gens qui ne faisaient pas leur travail. Très bien, ok, acceptons ça. Donc, ce qui va se passer, c'est ce qui était déjà en train de se passer. Il n'est pas fou, Vladimir Poutine. Il est très au fait de la construction européenne, il est très au fait de ce qui se passe aux États-Unis. Le monde bascule à l'Est. Tout simplement, le monde va basculer à l'Est et on va se retrouver avec des situations complètement incongrues en Occident. Oui. Alors là, il y a beaucoup d'observateurs qui disent « Attention, il faut qu'on puisse rattraper ce qu'on n'a pas fait les 20 dernières années, c'est-à-dire construire une Europe de la défense, et faire en sorte que les traités soient acceptés. » Enfin, tous les experts qu'il y a et puis qui sont sur tous ces plateaux et qui ont toutes ces stratégies et qui proposent tout et qui ont 20 ans, 30 ans d'études, qui ont 30 ans d'expérience de crise, de guerre, etc. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que oui, on s'agite, mais oui, il dit ce que l'État est en train de dire. La question actuellement, c'est qu'on fait comme si, et puis elle a bien dit, le monde n'avait pas changé. Actuellement, la Russie, ça n'est pas l'URSS. Il n'y a pas de péril rouge. Les mêmes banques existent à New York et à Moscou. Tout le monde travaille avec tout le monde. Tout le monde vend à tout le monde. Il y a simplement un équilibre que les multinationales doivent trouver pour continuer à vendre. Il y a effectivement de gros enjeux. Ce qui est rappelé au président ukrainien, c'est que, bon, effectivement, il y a des choses à partager. Et comme toutes les guerres, à la fin, il faut que quelqu'un paye. L'Allemagne a payé, le Japon a payé, la Corée a payé, l'Iran, tout le monde paye à la fin. On vous a fourni des milliards d'armes. D'ailleurs, vous avez revendu des canons César aux Russes. Ça coûte 10 millions, un canon César. Les premiers, ils ont revendu ceux qui avaient été fournis par les Français. Donc maintenant, on leur dit, il faut payer. Vous payez pas grand-chose, vous payez en terres rares. Il faudra trouver 500 milliards en plus. Mais la réalité, ce sont des équilibres économiques qui sont cherchés parce que tout simplement, on a les Chinois qui fournissent 80% de ce qu'on consomme, les Indiens qui sont en train de monter, malheureusement, pour l'instant, ils sont en difficulté à cause du système de caste, mais la réalité, ce sont des équilibres économiques. Et ça n'est pas un pays communiste, c'est un pays capitaliste, la Russie, qui vend à tout le monde, qui achète à tout le monde, et maintenant il faut s'entendre. Et c'est ce que Trump rappelle. Trump, quand même, à modifier le... Oui, parce qu'il dit franchement ce qu'ils vont faire. Oui, c'est du business. Oui, c'est du business. En réalité, c'est un commerçant à la limite. Alors, pourquoi? Parce que si on parle en matière de politique et de diplomatie, c'est-à-dire nous avons une idéologie. Nous avons une idéologie que nous voulons voir régner au-dessus des nations. Et on se projette comme dirigeant de cette idéologie. Ouais. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. L'idéologie, c'est sauver le soldat dollar. Ouais. C'est tout. C'est ça, l'idéologie, c'est du business. Ce qui a changé, de mon point de vue, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir. Parce que l'équipe Biden serait restée en place, on n'aurait pas ce schéma-là. C'est clair. C'est clair. L'Europe et les États-Unis. Mais on n'est pas surpris quand même. On n'est pas surpris. Maintenant, il y a aussi, et Jacques le disait à juste titre, les blocs se scindent. Vous avez un Poutine, vous attaquez un Poutine qui a la main sur son armée, son État. Vous êtes français, vous avez un système politique qui est plus que friable, parce que votre Premier ministre peut sauter du jour au lendemain, et vous voulez vous attaquer à quelqu'un dont la structure politique est établie et sûre, et qui a des alliés, comme la Chine, comme la Corée du Nord. Ce sont des gens qui regardent aussi l'Europe en chaîne faïence. Donc, à un moment donné, je pense que l'Europe,
n'a jamais aussi bien porté son nom de vieille Europe. Ah, ça, Parce c'est sûr. qu'à trop de conservatisme, on se retrouve aussi à ce niveau-là, parce qu'on a toujours voulu être interventionniste dans tout, mais avec rien, en fait. Parce que l'Europe n'a pas grand-chose, justement. Et C'est vrai. tout le problème de l'Ukraine vient aussi du fait que l'Ukraine et la Pologne sont aussi des terres qui sont neuves, et donc on a une agriculture qui est saine et qu'on peut faire venir chez nous. Ceci dit, j'ai une vision un peu différente. Je pense que Donald Trump a donné l'occasion aux Européens de relancer leur économie, parce qu'une économie de guerre, c'est vrai. fait pour faire de Ah l'argent. oui, c'est Mais- de l'argent, Bien c'est sûr. clair. Donc ça va relancer l'économie de l'Union européenne. L'argument de dire que Vladimir Poutine ne veut pas l'OTAN à sa frontière, je rappelle que la Suède, la Norvège, les pays baltes ont une frontière commune avec la Russie et sont membres de l'OTAN. Oui. Donc ça, la question de dire... on Non, ne mais sauf peut que pas... l'Ukraine, c'était fait une partie de l'ancien empire Oui, russe. C'est surtout oui, ça. mais c'est surtout le ça. positionnement des armes la aussi. grosse question, ce sont les terres rares Oui. de l'Ukraine, parce que lorsque l'on voit les terres conquises par la Russie dans le Donbass, c'est où se trouvent toutes les terres rares. Donc il va falloir négocier avec Vladimir Poutine. Alors, le président de l'Ukraine a promis au président américain d'exploiter les terres rares, mais ces terres où se trouvent les terres rares sont occupées par la Russie. Alors, comment on va faire? C'est assez problématique. Dans le même temps, on voit que l'économie américaine est en train de se casser la figure. Oui. Oui. Ouais. Totalement. Le chômage est reparti à la hausse. L'inflation Les est cours de la totalement... Oui, et les taxes douanières ne vont pas aider le système américain. On prend un exemple très simple. En Chine, les produits, la plupart des iPhones, des ordinateurs, etc. Alors quand ils vont taxer 25% les Chinois... Mais le pétrole consommé par les Américains Oui. est produit au Canada parce que c'est Voilà. du pétrole lourd. Vous mettez 25% sur le pétrole canadien, ce sont les Américains qui vont payer les 25%. L'ennui, c'est qu'il est très embêté parce qu'il aimerait pouvoir mettre vraiment la pression sur le Canada et le Mexique. Mais là, il recule. Il aimerait, mais il ne peut pas. C'est Il fait factuel, des il ne peut allers-retours. pas. Il voudrait mettre la pression. Et il faut voir. Et par ailleurs, il a offert un coup de jeune à Trudeau qui commençait lui aussi à battre de l'aile. Là. Oui, il devait Oh là là, mais Trudeau le devait gars, partir, normalement. Trudeau, il a ouvert une porte pour Trudeau. Trudeau qui commençait ça commençait à sentir le ton là-dedans. Là, le gars, Tu prends des fraises? le gars, il est revenu. Les derniers sondages sont excellents. Les prises de parole sont millimétrées. Trudeau, il s'est fait une jeunesse avec Trump, mais je pense quand même qu'il faut faire attention à ce que Trump dit. Quand il dit quelque chose, il le dit vraiment. C'est tellement gros qu'on a tendance à penser que c'est des bêtises, mais quand il dit quelque chose, il le dit. Et je pense que la chance, entre guillemets, c'est qu'effectivement, l'économie des États-Unis ne va pas bien et que même une bonne guerre ne changera pas vraiment ça. Même les démocrates, par exemple, ne disent rien parce qu'il y a des élections dans 2 ans. Ils sont silencieux. Non, il y a des élections dans 2 ans et si Oui. Trump continue comme ça, Oui. le Trumpisme va vite Il n'y aura pas de dégager. majorité. Mais en même temps, Trump donne aussi aux Américains ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui. Parce qu'il a vendu la grandeur américaine. Voilà, il, c'est a, ça. vendu le retour de la grandeur américaine. Bien sûr. Et il est en train de montrer qu'aujourd'hui, Ils sont super sur les jusqu'à maintenant. même si économiquement, ce n'est plus ce que c'était, mais je parle le plus fort, donc c'est moi qu'on va entendre. Et puis il a aussi, c'est un homme, c'est un industriel, un chef, puis, il faut- voilà, qui est riche. Donc il n'a pas, voilà, il n'a pas, Et il n'a Par pas le contre, même état d'esprit. hein. BlackRock au Panama, ça va nous embêter, ça. Donc, Ça va nous Black- embêter. De BlackRock, réputation, c'est ouais. déjà quelque chose. BlackRock au Panama, ça pour nous. Il en possède tout les cas, deux pour, ports d'entrée et de sortie. D'ailleurs, je crois qu'il a reçu Rodolphe Ça a de dit. CMA-CGM, et que ça s'est mal la terminé. CGMA est en train d'investir aux États-Unis C'est 20 une annonce milliards de sur Trump. 4 ans. Mm. Et c'est l'un des principes, pourvoyeurs, les transports entre les États-Unis et l'Europe, c'est la CMA. Je m'interroge sur ça parce que Rodolphe Saadé, c'est CMA-CGM, c'est un grand ami d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faisait dans le bureau ovale Ah à ben, promettre bonne 20 question. milliards? C'est ça. Ouais. Du Ça, c'est business, une bonne question. du business. Alors il faut quand même pas oublier quand même quelque chose, c'est que Trump et Poutine se connaissent depuis longtemps.
Ça date pas de maintenant. Hein. J'ai lu quelque part en 85, Trump était allé à Moscou, il avait rencontré Poutine, ils étaient bons amis, et aujourd'hui, bien évidemment... Il admire Poutine, ça c'est clair. Ouais. Il ne le cache pas, même avant d'être président, il a toujours dit que c'est pour lui, Poutine incarne l'homme. Ouais. C'est même, ça va au-delà de la diplomatie, c'est même humain. Poutine, pour Trump, c'est un vrai homme. Oui. C'est un masculiniste, c'est un gars qui a tout son pays en main, qui prend des décisions. Et c'est ce qui s'efforce, c'est le modèle de toute façon qui s'efforce de mettre en place. Et pour lui, et ça remonte à bien avant aujourd'hui, les Européens ne répondent pas du tout à ce modèle. Ils l'aiment pas vraiment. Il a jamais aimé. Non, il a jamais aimé. Alors, juste une dernière question là-dessus. Que peut faire l'Europe aujourd'hui? Est-ce que l'Europe militairement peut créer... Oui, vas-y. C'est surtout, aujourd'hui, Emmanuel Macron le président français a trouvé la bonne porte de sortie ou la bonne porte d'entrée pour se refaire une santé et donner à la France ce que De Gaulle recherchait, avoir la mainmise de la France sur l'Europe sans la Grande-Bretagne. Oui. Mais rien n'est encore gagné. Oui. Parce que les 800 milliards dont on parle là, alors je crois que beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui commencent à dire oui, nous sommes d'accord pour investir, etc. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on se débarrasse de cet enfer des 3% de déficit, visiblement. Oui. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. On n'est plus obligé de répondre, c'est bizarre. Hein. On n'est plus obligé de répondre à 3% de déficit. C'est militaire. C'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ils vont peut-être modifier les 5% aussi pour les collectivités, ça va être bien. Et t'as toujours 10 milliards à éponger des Jeux Olympiques. Hein. On s'est bien amusé, c'était bien, mais il faut les éponger, ceux-là. Alors, dernière question, il nous reste 4-5 minutes, allez, on va faire vite. Le SMEG, finalement, vous avez vu le préfet hier soir. SMGEAG, oui. Existe ou n'existe pas réellement aujourd'hui? Enfin, le préfet a bien dit que ce n'est pas de la compétence de l'État, mais on vous accompagne. Ni de la région, ni du département. Oui, mais des communes. À qui la faute alors? C'est un peu de tout le monde. Hein. C'est l'État qui a transféré dans les années 70. Il a dit que l'État ne reprendra pas la main. C'est sûr. Ensuite, c'est pas si sûr que ça. Les communes qui n'ont pas vraiment joué le jeu et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Les intercommunalités. Oui. Il a d'ailleurs dit aussi que les collectivités ne payaient pas l'eau. Oui. Ont quelques dettes. Ça l'affiche mal quand même. Oui. Donc c'est une situation. Mais l'État n'a pas envie de reprendre la main non plus parce que c'est un excellent moyen de pression. Vous avez le contrôle a posteriori de tout. Vous avez la charge des comptes et a priori aussi d'ailleurs. Ils sont aussi à la manœuvre pour fournir un certain nombre de financements. C'est une situation extrêmement complexe. Mais on le savait au départ que c'était une usine à gaz. Maintenant, il faut gérer ce qu'il y a. Il faut de l'eau, il ne manque pas d'eau, il faut du travail. Mais enfin, on passe du SIAG au SMGEAG et on est encore là. Que Jean-Louis Francisque. Mais il est trop tôt pour le dire. Et puis de toute façon, il est peut-être un peu plus transparent. Oui, on hérite d'une situation extrêmement complexe. Il en parle un peu plus. Il communique davantage. Oui, il communique davantage. Il a parlé de 40 millions à sauver. Il disait qu'il voulait sauver, préserver au moins les salaires. Après, on sait ce qui se profile à l'horizon. Vous parlez de l'État, mais c'est qu'un grand groupe français vienne encore une fois et prenne la main sur l'eau. Mais je vous rappelle que la Régie des eaux est partie. Hein. Il y avait eu une grosse grève en décembre, ça je m'en souviens, parce que j'avais couvert ça pendant 10 semaines. Là, ils sont partis au moment où c'était pas aussi catastrophique. Et donc là, ça veut dire qu'on fait un grand groupe revenir. Après moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même bien pratique de révéler aux Guadeloupéens d'un coup en 2014 que le réseau était pourri parce que vos propres statuts étaient menacés dans un transfert d'intercommunalité. Hein. Ouais. Ça, on le pose là, on le met un petit peu à côté parce que c'est pas en 2014 qu'on s'est rendu compte que les réseaux étaient défaillants et pourris. Mais par contre, comme il y avait un transfert parce qu'il y avait le changement aux intercommunalités qui arrivait, et donc du coup que les statuts des uns et des autres n'étaient pas assuré à cet instant-là, il était bien pratique de faire un gros wélélé, de faire une grève et de dire aux Guadeloupéens que vous faites tout ce que vous pouvez, mais que les réseaux sont pourris et que, oh là là, c'est quand même grave. Je crois qu'il faut... Mon problème avec cette histoire-là, c'est que personne n'assume ses responsabilités. C'est bien joli pour l'État, encore une fois, de dire « Ah, c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité, mais je vais vous accompagner. » Je ne dis pas que les élus sont les meilleurs du monde, je ne dis pas que les élus n'ont pas fauté, mais pourquoi à chaque fois, des deux côtés, ils se retrouvent à chaque fois pris en sandwich entre l'État qui dit « Allez,
ça a été mal fait, mais bon, alors que l'État a une responsabilité depuis le départ. Oui, parce qu'ils C'est ont- bien ils ont joli obligé à la structure unique. parce que je vous rappelle qu'il faut mettre en place des comités pour surveiller l'activité des multinationales en charge de l'eau. Ouais. Le même problème se pose à Nice. Le même problème se pose à Carcassonne. On a des commissions inexistantes. Je vous réfère au complément d'enquête qui a été fait sur le sujet. Ouais. Il y a des commissions qui ne sont pas mises en place et il est de devoir de l'État normalement de gérer Et de surveiller. ces commissions. Donc ça signifie que la question de l'eau ne sera pas résolue en Alors, 2025 comme mais c'était prévu. Non, mais il faut qu'elle soit réglée. De toute façon, il faut que l'eau coule. Il faut que l'eau coule, il faut qu'elle soit saine. Il faudra bien trouver une Oui, solution. Mais pour c'est l'instant, vrai c'est que. pas le cas. Alors, mais c'est vrai que ce que dit Priscilla, les élus sont souvent pris en sandwich. Or, les différents directeurs qu'on a eu dans la générale des eaux reconnaissent une chose, c'est que les élus guadeloupéens ne sont pas plus mauvais que les élus nationaux. Les situations sont pires au niveau national la plupart du temps. Sauf que à un moment donné, on a des réseaux qui fonctionnaient plus ou moins bien, il y a moins de problèmes. Mais si on regarde des situations d'épuration et des problèmes de contamination, il y en a plein. Actuellement, on est arrivé à un moment où on a le problème de l'assainissement qui est bien plus grave que celui de l'eau l'eau, potable. bien sûr. Et celui-là, il faut le régler. On en parle du bout des doigts. Beaucoup de rivières sont polluées, la mer aussi est polluée. à Et cause de surtout, ça. on a rendu, comme on a popularisé ces problèmes-là, on a rendu ça catastrophique parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On n'entend jamais les techniciens. Il n'y a aucune transparence sur la réelle situation du réseau, que ce soit de la part de l'État ou de la part des élus aussi d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas une vision, on est incapable de dire oui, mais voilà, là ça marche pas, etc. La On a dernière ni même vision du que point de nous vue avons eue, financier, c'était hein, du c'est- niveau, c'était à l'époque de Josette Borrell l'incertain, Oui. qui avant de partir, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait fait une conférence de presse dans laquelle elle avait dit, voilà, de telle portion à telle portion, j'ai remplacé tant de mètres. Exactement. De telle Tant de portion à telle kilomètres. portion, j'ai remplacé tant de kilomètres. De telle... Et pour le coup, je me souviens à l'époque, elle l'avait fait en s'appuyant sur les eaux agricoles notamment, Ouais. en disant, bon voilà, j'ai pas cette compétence-là, mais comme je dois gérer aussi les eaux agricoles, bon voilà, J'ai fait. il faut Tout à fait. faire. Et à l'époque, je crois que la majorité de ces travaux se situaient sur les zones extrêmement en tension depuis longtemps, c'est-à-dire des zones Sainte-Anne, Gosier et Saint-François. Saint-François et Saint-François. Oui. Ou 40% du réseau est sous des maisons parce qu'on avait oublié les permis de construire. Bien oui. Et puis il faut rappeler aussi que nous ne sommes pas 380 000, qu'on accueille 1 million de touristes, on est 1 380 000 lorsqu'on lisse. Et les piscines là qui sont construites, ça, on consomme beaucoup plus d'eau, la tension Oui. est plus forte aussi. Et le sur un réseau lavage qui de est pourri, voitures hein. aussi. Mais Le lavage de très voitures très aussi. chers collègues, quand vous dites que on parle de l'État et de son rôle dans ce domaine-là, qui dit c'est pas ma responsabilité, mais j'accompagne. Mais rappelez-vous, l'ancien préfet communiquait à grand À renfort grand de oui, communiquer tout à fait. que Tout là, à fait. ce mois-ci, on a fait 200 mètres, etc. Il a communiqué C'était qui? autant que C'était Rochat. Ça, c'est Ouais, vrai. Rognier. Ah oui. Non, Augustin. non, mais Augustin. Augustin. Augustin aussi, parce que je me rappelle Il marchait que- avec sa clé à molette. Oui, Ah oui, parce que- c'est vrai. non, je me rappelle l'effet Rochat pendant la Covid et qu'on allait justement sur le terrain, nous journalistes, Plan Marshall pour contre voilà, l'eau. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah oui, sur les travaux. Hein. tout à fait. Et là, c'est devenu Merci flou. à vous, merci tous. Ah, c'est toujours sympa et ça passe trop vite. Il est 26 mai, ça passe trop vite. Alors, je vous offre quand même, en tant que femme, une journée au féminin pour se reconnecter à soi au centre social de Gand. Ouais, C'est le premier ouais, sujet ouais, du journal. C'est parti. Nous avons voulu dédier cette journée à la femme. Donc, c'est la journée de la femme samedi 8. Donc, nous voulons, par cette journée, honorer les femmes. C'est vrai que les femmes, les mères qui ont souvent un quotidien parfois assez difficile. Donc, aujourd'hui, ce matin, dans la matinée, 8h midi, c'est un moment réservé pour elles. Donc, elles auront des activités telles que des exercices physiques souples et aussi une professionnelle qui viendra pour permettre de comprendre en fait les gestes de relaxation. Aujourd'hui, on a fait appel à moi pour mettre en place et on éveille aussi ces personnes-là dans le cadre du bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire quoi? C'est permettre aux gens de s'épanouir et se retrouver en elles-mêmes avec le tai chi qui est en harmonie d'essence avec le corps. Et aussi, je ferai aussi du sport-danse, c'est pour décontracter, libérer un petit peu l'expression afin de favoriser au plus large possible l'épanouissement de ces personnes. La femme a toujours des choses à faire avec les enfants, avec le mari bien sûr, et le travail, sans oublier le travail. Donc aujourd'hui, c'est un geste que nous mettons en place pour que les femmes puissent se sentir reposées, soulagées. Un geste d'une journée
pour que la femme puisse savoir qu'elle existe. Voilà, c'est très important parce que parfois on a toujours des choses à faire et on ne pense pas à soi-même. Ce matin, nous avons la sophrologie, relaxation avec M. Guy Patrice. Et surtout, cet après-midi, nous avons une séance de ticosé avec les parents pour qu'on puisse discuter, échanger, savoir qu'est-ce qui va pas, etc., etc. Avec toutes les difficultés que les femmes rencontrent, surtout s'occuper du foyer et tout ça, il y a un sacré travail. C'est un grand respect que nous devons porter à ces personnes qui sont quelquefois seules à éduquer les enfants, à faire tout un panoplie de travail que les hommes ne font pas souvent. Alors je pense qu'aujourd'hui ou demain, peu importe, que la femme doit être honorée à sa juste valeur. Être une femme, c'est être aussi une mère, être une grand-mère, être une femme en poste. Mais on oublie qu'on est aussi une entité à part entière, qu'on est censé s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres et rendre les autres heureux. Donc en fait, cette journée pour moi, c'est pouvoir permettre aux femmes de se retrouver confiance en elles, trouver la sérénité pour pouvoir transmettre l'amour et en toute sérénité en fait. Oui, voilà, son leçon. Il est 13h35. Notre amie Manik Siaontika est déjà là. Bonjour. Bonjour, Manik. Et on va parler avec elle de quelque chose de particulier. Et ensuite, on va recevoir Priscilla Lambert et Aïcha Loyal. Il y a une manifestation qui se prépare à l'université. Mais avant, tout de suite, c'est parti. Générique de Manik. J'ai fermé les yeux et j'enfouis ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien médité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Manik, alors, bien sûr, 8 mars, comme d'habitude, c'est Journée de la femme. Alors, je profite pour saluer les deux femmes qui sont là. Priscilla Lambert, bonjour. Bonjour. Elle est docteur en chimie. Et Aïcha Loyal, bonjour. Elle est doctorante en entomologie médicale à l'Université des Antilles. Et vous êtes ici parce qu'il y a une manifestation qui se dit. C'est demain? C'était ce matin. C'est ce matin? Oui, c'est ce matin. Bien, on en parle dans un instant. On revient avec Manik. Oui, alors, non, c'est pas la journée de la femme. Non, c'est pas encore. Non, c'est la journée des droits. Ah, c'est des droits de la femme. Oui, des droits de la femme. Donc, c'est pas la peine de venir avec une cafetière ou des roses ou du chocolat. Non. Ah non, d'accord. Même pas des fleurs. Du respect. Oui, d'accord. Voilà, c'est un droit inaliénable et inaltérable, le respect. Le respect de la femme et le respect des droits de la femme. Puisqu'on sait qu'à travers le monde, et même chez nous, on est encore un petit peu malmené. Oui. Donc, ça serait intéressant que ça ne s'arrête pas qu'au 8 mars. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un jour pour fêter quelque chose, ça questionne. Oui. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faudrait que cette fête ou cette commémoration disparaisse pour que, une bonne fois pour toutes, on puisse se rendre compte que la femme... C'est tous les jours. C'est tous les jours. Bah, c'est tous les jours. Il n'y a pas de journée de l'homme, d'ailleurs. Il n'y a pas de jour. Enfin bref, sans commentaire. Hein. Si, la journée de l'homme, c'est à chaque fois qu'il est malade. Oh là là. Quelle est la sélection pour le mois de mars alors? Alors, une sélection. Alors, on va découvrir en images donc, la sélection du mois de mars qui va nous faire voyager d'Haïti aux États-Unis, en France. Et je vous laisse découvrir.
de Pierre Saint-Luce. Exact. Donc on connaît Pierre Saint-Luce avec les EHPAD, l'hôtel, mais aussi auteur. Oui. Et donc on va regarder la première capsule littéraire donc sur cet ouvrage. C'est parti. Une voix, une histoire. Mise en voix par Lydie et Lindsay Pellis. Colored, écrit par Pierre Saint-Luce. Colored, ou Quand Elsa rencontre Elsa. De son Afrique natale à la Guadeloupe, Pierre Saint-Luce nous fait découvrir Elsa, sa passion pour les rimèdes rasiers et sa condition d'esclave de maison sur l'habitation Bourg-de-Manche. Elle a un don, celui de voyager à travers les époques. C'est ainsi qu'elle rencontre Elsa, qui après une chute, a la faculté de communiquer avec ses ancêtres. Accompagnée de son aïeul, Elsa nous fait découvrir la Guadeloupe d'aujourd'hui. De la poterie Fidelin en passant par le Memorial Act, Pierre Saint-Luce mêle avec justesse fiction et réalité. Colored vous fera traverser les époques entre délivrance, marronnage, courage et excellence. Colored, écrit par Pierre Saint-Luce, paru aux éditions Jet d'encre, mise en voix par Lydie et Lindsay Pellis pour Une voix, une histoire. C'est un format très particulier puisque c'est un format qu'on utilisait au tout début de l'aventure Une voix, une histoire. C'est vrai que les fameuses capsules littéraires qu'on a un peu mises de côté et puis l'IA est arrivée. Donc c'est vrai que ça change tout. Ça change tout. Ça change surtout au niveau des coûts. Mais ça ne nous empêche pas quand même de se souvenir de ce travail-là et de se dire quand même qu'il y a encore quelque chose à faire de cet ordre-là, avec effectivement de vrais acteurs et une vraie mise en scène, parce que bon, ça permet de faire vivre le livre. Ça ressemble à un petit film. Hein, ça ressemble à un petit film. C'était vraiment dans l'innovation, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, qu'on puisse être à la hauteur, en tout cas, de ce qui se fait dans le milieu littéraire, à savoir des petites capsules vidéo où on présente un livre avec une vraie mise en scène et de vrais comédiens. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur à l'époque de le faire. Et l'IA a fait son apparition, mais nous ne tournons pas la page à ce format-là. Alors, La Veuve aux 1000 rivières d'Ernest Pépin. C'est ça, La Veuve aux 1000 rivières d'Ernest Pépin. Alors, c'est un ouvrage quand même qui est sorti, c'est la rentrée littéraire, je crois, de 2021-2022. Et c'est vrai que là, c'est la psychologue qui va parler. Hein. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de patientes, effectivement, qui traversent le deuil, la perte d'un être cher. Et le mois de mars, c'est aussi le mois des victoires. Au-delà des droits, c'est aussi partager des histoires vraies de femmes qui traversent des périodes difficiles, mais qui finalement y arrivent. Donc là aussi, on avait fait une capsule littéraire pour cet ouvrage-là, qu'on va découvrir. Une voix, une histoire. La Veuve aux 1000 rivières. En cette rentrée littéraire 2021, Ernest Pépin nous revient avec son roman « La Veuve aux 1000 rivières ». Un titre évocateur qui pourrait nous plonger dans une profonde détresse, mais qui est une véritable déclaration d'amour à nous être partis trop tôt. Nous voilà transportés dans une myriade d'émotions, entre colère, déni et acceptation, toutes ces étapes qui font le deuil. Entre souvenirs et réalité, Ernest Pépin manie des sentiments puissants, débordants, étouffants. Ceux-là même qui submergent tel un tsunami
quand nous prenons conscience que cet être n'est plus. La veuve aux 1000 rivières est une ode à l'amour de la vie, aussi difficile qu'elle soit. Alors, accompagnez Denise dans ce voyage spirituel, sensuel et si réel. Un de ces voyages où l'autre n'est finalement jamais trop loin. Bonjour mon bel amour, fasse la vie que nous traversions cette journée sans encombre. Aujourd'hui, je me ferai belle pour toi. Henri ? La veuve aux 1000 rivières, écrit par Ernest Pépin, paru aux éditions Calinas, mise en voix par Isabelle Nanesi pour Une voix, une histoire. Première nomination, tout Oui. à fait. Donc, pour la première année, Une voix, une histoire a participé au Grand Prix du livre audio 2025. Donc, c'est un prix qui a lieu depuis plus de 10 ans quand même, qui existe à Strasbourg. Et c'est vrai qu'on existe depuis 2020, mais voilà, j'hésitais, il y avait toujours cette crainte, mais il fallait bien se confronter au plus grand, entre guillemets. Et donc, première nomination, nous avons un ouvrage de littérature de jeunesse qui est retenu donc, sur la sélection livre audio jeunesse. Et on en les sera... contes de mon enfance, c'est ça? Les contes de mon enfance, tout à fait. Alors, c'est particulier parce que, alors, tout le monde le sait aujourd'hui, nous sommes région invitée d'honneur au Salon international du livre d'Abidjan. Ce conte, les contes de mon enfance, c'est des contes baoulés, donc ivoiriens, mais qui résonnent avec nos histoires. D'accord. Donc ce sont des contes effectivement où on va reconnaître tout à fait nos personnages, nos situations. Donc je trouvais le choix alors, de cet ouvrage-là, j'en ai quand même présenté 4, mais le choix de cet ouvrage-là assez intéressant, puisqu'il fait réellement le pont. Lien, c'est le lien, la complètement. passerelle, comme on dit. C'est vraiment la passerelle entre la Guadeloupe et l'Afrique, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Et donc, on attend les résultats. Mais déjà, une première nomination pour une première participation. Je crois que j'ai déjà tout gagné. À côté oui, pour ça. Il y a d'autres grandes maisons d'édition aussi qui ont des livres retenus. Et de voir Une voix, une histoire à côté, on se dit waouh. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est que les débuts. Oui. Alors, lundi, tu seras où? Lundi, je serai à la Désirade, à nouveau avec mes jeunes de 60 ans et plus, à qui je fais un gros coucou, qui ne cessent de m'accueillir régulièrement à bras ouverts et qui ont découvert les livres audio également lundi dernier. En tout cas, il y a un groupe, je préfère le dire. Ça veut dire que l'autre groupe va me dire d'amener mes livres audio. Donc, je vais leur faire découvrir. Mais on se rend bien compte que même dans le processus thérapeutique, j'intègre les livres audio, par exemple, sur le deuil, etc. On peut trouver des ouvrages qui vont accompagner les patients vers quelque chose de plus apaisé. Donc le livre audio, c'est au quotidien, et même avec les seniors. Merci pour tout ça. Merci et merci à pour toi. les petits films. Oui, on en refera. Je t'encourage à faire. Oui, on va le faire. Alors, je me trouve tout de suite vers Priscilla et Aïcha. Alors, il y avait une manifestation ce matin, l'honneur des femmes. Alors, justement, tout à l'heure, dans une émission qui était précédente, et elle disait ça aussi, qu'il fallait pas célébrer les femmes uniquement le 8 mars. Uniquement? Elle a dit ça? Non, pas... D'accord, ok. Non. D'accord. Non, dans une émission précédente, tout à l'heure, avec des hommes qui étaient là, des journalistes, disaient que, la journée de la femme, le 8 mars, mais ce ne devrait pas être seulement le 8 mars. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, la journée de la femme, c'est tous les jours. C'est tous les jours? Il ne devrait pas y avoir de jour spécial. Après, on peut dire que c'est pour marquer le coup, un peu comme la Saint-Valentin, dira-t-on. Mais pour moi, la journée de la femme, c'est tous les jours, parce que tous les jours, elles se battent. Oui. Alors, au niveau de l'université, comment vous avez organisé ça? C'est-à-dire Vous êtes deux universitaires. Alors, au niveau de l'université, il y avait une manifestation ce matin, donc il y a eu un certain nombre d'allocutions avec des présentations de parcours comme le nôtre ou avec des invités. Oui. Du coup, ça s'est très bien passé pour une première édition. J'espère que ça se renouvellera chaque année, histoire de Mais vraiment c'est marquer. lié à la femme ou bien c'est lié à l'université?
Parce que je vois docteur en chimie et doctorante en entomologie. C'est alors. lié à la femme, Oui. à l'université. Donc à la femme et à l'université. Voilà. Les deux à la fois. Voilà, les deux à la fois, Oui. deux à la fois, parce que bon, on est un parcours similaire, similaire, oui, parce qu'on a fait une thèse, elle est en thèse et j'ai fini ma thèse et. Alors c'est quoi le sujet de la thèse quand même? Merci. Ouais, félicitations. Moi bientôt, mais Alors moi je travaille, mon domaine d'études c'est l'entomologie médicale, donc. Oui. En termes simples, j'étudie les moustiques. Et en fait, je m'intéresse à savoir est-ce que les moustiques réagissent de la même de la même façon aux odeurs, justement selon certains paramètres, notamment le fait lorsque le moustique transporte des virus, est-ce que son odorat est similaire. Un peu comme le Covid, au final, notre nez, notre odorat, il était perdu. Et au final, on ne réagissait pas de la même manière. Est-ce que, selon l'origine du moustique aussi, est-ce que les odeurs peuvent attirer différemment? Ou aussi, lorsque le moustique pond plusieurs fois, est-ce que également son odorat est perturbé, un peu comme les femmes enceintes? Mais comment vous faites pour étudier les moustiques C'est clair. C'est super passionnant. Oui, comment vous faites pour les étudier, les moustiques? Déjà, il y a des tests. Oui. On s'intéresse à 2 comportements clés et problématiques, notamment le côté transmission de maladies, donc le fait qu'ils nous piquent, et le comportement de ponte, le fait qu'ils se reproduisent. D'accord. Et à partir de ces deux comportements, on fait des tests de comportement, c'est comme ça que ça s'appelle, en cage. Du coup, à l'œil nu, on regarde si du coup, le moustique va pondre plus là ou là, est-ce qu'il va piquer plus là ou là. Après, il y a un côté plus, mécanistique, on va dire. C'est-à-dire, je m'intéresse l'odorat du moustique, c'est ses antennes, en fait. Et je m'intéresse à savoir, est-ce que, du coup, ce changement de comportement, est-ce que je suis attirée, pas attirée? Est-ce que c'est dû, justement, à une perception des odeurs différentes au niveau de l'odorat? Du nez, de l'odorat du moustique. Mais alors, il y a plusieurs types de moustiques, parce qu'on a souvent parlé des moustiques tigres. Alors, est-ce qu'ils existent en Guadeloupe, ceux-là? Alors, les moustiques tigres, c'est le moustique Albopictus. Donc, oui. J'ai donné le nom populaire. Il faut toujours quand même... J'avais pas le nom latin, d'accord. Et en fait, c'est des moustiques qui sont de base en France, et normalement, ici, il n'y en avait pas. Cependant, c'est quand même une alerte que... c'est très bien que vous posiez la question quand même, parce que on a récemment découvert, si je ne me trompe pas, sur Saint-Barthélemy, en fait, il y avait du coup des moustiques tigres. Sauf que la problématique avec ce moustique, c'est qu'il est très invasif. Et quand c'est un moustique qui se répand très facilement et que du coup, il participe à l'expansion du coup de la transmission des maladies. C'est eux qui transmettent les maladies. Ils participent, mais ici, en tout cas en Guadeloupe, c'est le moustique Aedes aegypti. Donc c'est un cousin qui est beaucoup... Oui. J'aime bien. C'est vrai, c'est comme ça, c'est la même famille. Mais c'est vrai, et lui, il est moins invasif, on va dire, mais c'est lui qui va vraiment rester, dans nos habitations. Qui va vraiment avoir ce côté anthropophile. Il va vraiment aimer l'environnement, l'habitat humain, en fait, pour se reproduire, etc. Et quand on est docteur en chimie, on étudie aussi les moustiques ou pas? Non, alors moi, j'ai travaillé durant ma thèse sur la caractérisation et la valorisation de molécules de métabolites secondaires issues de biomasse, et notamment la biomasse invasive que vous connaissez tous sous le nom de sargasse. Et donc, j'ai établi plusieurs protocoles de valorisation, à la fois dans le domaine de l'électrochimie, et donc dans l'électrochimie, donc pour la corrosion, pour lutter contre la corrosion de tout ce qui est acier, cuivre, donc les métaux. Et donc il y a 2 types de corrosion. Donc j'ai étudié les 2 types de corrosion, donc la corrosion atmosphérique et la corrosion marine. Corrosion atmosphérique, donc on va parler de tous les métaux en fait qui sont en contact de l'air, et corrosion marine, je prends l'exemple bateau. La proximité de la mer, justement, ici, cause beaucoup de corrosion. Exactement. Y compris sur les voitures, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Exactement. Oui. Et l'autre volet, c'était le volet microbiologique, où j'ai testé ces molécules contre la prolifération des bactéries sur les surfaces. D'accord. Voilà. Alors, quand on fait un doctorat sur ce genre d'études, quel est l'objectif? C'est de porter des solutions ou faire seulement une étude, je veux dire, circonstanciée? C'est un peu des deux. Oui. Donc, tout dépend du domaine, de la thématique de recherche. Mais si la thématique
l'impose, on peut effectivement proposer des solutions de valorisation de nos recherches. Alors, je pose la question à Aïcha parce que j'ai cru comprendre que, je ne sais plus dans quel pays, ils avaient réussi à faire en sorte que les moustiques ne se reproduisent plus. Avec une bactérie? Voilà, exactement. Alors, vous êtes au courant? Bon, oui, on oublie de s'utiliser un petit peu. Mais bon, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas mon domaine, enfin mon projet. Mais vous savez que cette expérience... Oui, ça existe. Oui. Et alors, est-ce que c'est applicable chez nous? Ben, pour la bactérie Wolbachia, en fait, c'est le fait d'infecter les moustiques avec cette bactérie et qui du coup entraîne une stérilité, si je ne me trompe pas. Et en fait, ici, si je dis pas de bêtises, il me semble à l'ARS, du coup, ils développent une stratégie, mais c'est pas avec une bactérie, c'est la technique de l'insecte stérile. En fait, ils ne peuvent plus se reproduire, c'est ça? Ouais, en fait, ils passent les moustiques mâles sous rayon X. Voilà. Et après, ils les larguent, du coup, dans la nature pour pouvoir se reproduire avec les femelles. Oui. C'est une question? Oui, bien sûr, bien sûr. Le truc. C'est vraiment inutile, un moustique, ou pas? Ah non, c'est non, c'est ça en fait, parce que c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement, on les stérilise, etc. Il y en a plus, mais est-ce que ça n'a pas une utilité dans en fait, j'ai envie de dire dans l'écosystème. Dans l'écosystème, en fait, j'ai envie de dire tous les insectes, ils ont aussi leur utilité. Bon, les femelles, c'est pour nous agacer, oui. Tout à fait. Mais en vrai, les moustiques, surtout les mâles, par exemple, qui eux servent à manger et servir aussi de nourriture à d'autres des grenouilles, etc. Et à féconder du coup les femelles. Mais c'est vrai que ces moustiques, on voit seulement le côté, ils nous enquiquinent, mais en fait non, il y a l'écosystème derrière et de toute façon, si on les éradique, forcément la nature elle va le remplacer par autre chose. Et, vous voyez le principe. J'ai envie de poser une question un petit peu particulière. Oui. Je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Comment expliquer que la poilage de Port-Louis, il y ait autant de moustiques à une telle heure, à partir de 18h? Mais après, c'est 18h, 16h. Grand bonnet. 16h, ça passe à 16h. Vous êtes au courant, madame? En fait, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle mengrons. Oui, c'est des yin-yin, c'est pas des moustiques. Oui. Voilà, c'est pas vraiment des moustiques. Ce ne sont pas des vrais moustiques. C'est pas l'Aedes. Non, c'est pas Aedes, c'est vraiment les yin-yin. Mais ça n'a pas de... Comment dire? Je ne sais pas encore si ils peuvent transmettre des maladies, eux. Il faudrait vraiment s'intéresser à ça. Mais je crois que j'ai une collègue, mais je ne suis pas sûre. C'est une niche, enfin, ce qu'on ne comprend pas, qui sont vraiment particuliers à cette région-là. C'est incroyable, ça. Non, mais c'est bon, sous les à partir plages, de 16 heures, c'est vrai, c'est impossible. Je crois que ça s'appelle des culicoïdes, je ne suis pas sûre. J'ai pas envie de raconter de bêtises, mais oui, c'est pas des moustiques comme les miens, mais ils piquent, hein, quoi. Moi, j'aurais une autre question pour vous deux. Est-ce que quand on soutient une thèse comme ça, c'est ouvert au public? Parce que ce qui est intéressant, voilà, on a deux jeunes femmes. J'ai une fille et je me dis que, en termes de modèle féminin, parce que vous l'êtes, hein, la réalité c'est celle-là. Si on ne vous l'a pas encore dit, mais c'est une réalité. C'est vrai. Mais oui, est-ce qu'effectivement on pourrait, un parent qui a une jeune fille pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il y a un journal où on peut voir justement les dates de soutenance C'est l'université qui publie ça, je crois. Journal, oui, mais je ne sais pas, mais l'université publie bien des mails, en fait. Mais en interne. Un flux. Je ne sais pas si c'est en interne. Je ne vais pas dire de bêtises. D'accord. Mais en tout cas, il y a un flux où apparaissent où on est informé de quand et la soutenance est prévue, si elle est accessible au public, parce qu'il y a des soutenances qui ne sont pas accessibles. Mais je crois que la majorité, elles sont accessibles au public. Alors, l'autre question, parce qu'on va arriver à la fin. Quand vous avez passé votre doctorat, vous serez doctorat, etc. Je ne suis pas encore docteur. Oui, quand vous le serez. C'est gentil. Et après, c'est pour enseigner ou bien pour continuer la recherche en laboratoire, trouver des palliatifs aux moustiques qui nous entourent, etc. Quel est l'objectif final? Honnêtement, j'y ai pas encore pensé. Moi, je suis vraiment juste fixée sur... je finis ma thèse déjà. Ouais. Et j'ai pas vraiment de recul sur le après, mais j'ai plus des espoirs sur la finalité de ma thèse, qu'elle pourra quand même aider à trouver des réponses en fait sur la problématique. Même si... quitte à rester, dans la recherche, en fait, on ne sait pas encore. C'est un suspense, en fait. Même moi, je suis en suspense. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais j'aurais vraiment aimé que ma thèse ne serve pas justement au côté fondamental, mais vraiment appliqué et qu'on puisse vraiment
mettre en pratique en fait toute cette recherche. C'est vraiment bien. Après, bon voilà, enseignante, chercheur ou dans la recherche, je ne sais pas encore. Par contre, on est bien d'accord que vous avez tout fait en Guadeloupe. Moi, oui. Pas moi. D'accord. Moi, j'ai bifurqué durant mes études supérieures entre la Guadeloupe et la Martinique. D'accord, oui, mais ce que je veux dire, c'est on est en mesure de former des modèles féminins, hautement qualifiés, dans le bassin caribéen. Exactement. D'accord, merci. C'est la preuve. C'est gentil. Alors, c'est de combien de temps la soutenance? Vous allez être au rendez-vous, c'est ça? Bah oui, clairement. On vous reçoit avec plaisir, mais j'aimerais bien être là ce jour-là. D'accord, normalement c'est en novembre 2026. Oh, moi j'ai déjà soutenu. C'était en octobre 2024. Bon, il faut l'appeler docteur. Oui, je l'appelle docteur Lambert. Voilà. Exactement. Voilà. Et docteur Louyal, ce sera dans un an. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Et bravo, félicitations. Non, mais c'est vrai, c'est important. Bon, même si c'est la journée de la femme internationale, etc. Non, c'est quand même important de voir que des jeunes femmes... Si tu regardes la télé, tu regardes la maman, c'est bien gentil, mais voilà, tiens, il y a des autres modèles là, vas-y. En tout cas, merci à vous. Et voilà, il est 14h, c'est la fin. Je rappelle qu'on a reçu Jacques Dancal, Olivier Lancien de Guadeloupe Première, Jacques de Nouvelle Semaine, Oni Biral d'RCI, Priscilla Romé de France Antilles, Nathalie Dinan. C'était aujourd'hui le boucantage médiatique habituel. Et puis on vient de terminer avec deux scientifiques, vraiment deux scientifiques. Et bravo, on dit ça honnêtement, bravo. Et très sincèrement, on est content de recevoir des gens comme vous. Vous devenez des modèles, finalement. C'est gentil. Et c'est ça, c'est important. Merci aussi pour, comme d'habitude, l'audiobook et surtout la première nomination. Première nomination et pas la dernière. L'avantage, c'est qu'on peut concourir sur des concours à l'international pour les livres audio, puisqu'on fait de l'anglais, de l'espagnol, du créole et du tamoul. Donc là, on va aller chercher tous les prix. Pas de problème. Okay. Voilà, 14h01, c'était à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Daniel, et puis avec le soutien de Yvonne. Et puis on se retrouve à partir de lundi pour une nouvelle séquence du ZCL. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end, comme je dis, tous les vendredis, sous la route, pas de la goutte. Il y a eu deux morts au moule la semaine dernière, en fait, cette semaine. Beaucoup trop, même si le chiffre a baissé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à la même période, il y avait déjà 7 morts, mais c'est déjà 5, c'est déjà beaucoup trop. Voilà, bon week-end à tous. Merci. Merci.